Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Politique. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir sur le plateau Monsieur Sylvain Waserman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député MoDem du Bas-Rhin. Vous êtes accessoirement l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Pour parler d'un sujet important qui est un peu passé sous les radars ces derniers mois, c'est la question des brevets. Alors la loi Pacte a été votée, elle a été promulguée. Il y a de nombreuses dispositions, dont une sur les brevets que vous avez portées avec votre consoeur, la députée Marie Lebec, députée La République En Marche des Yvelines. Alors, première question, pourquoi vous êtes-vous penché sur la question des brevets ? Au début, un peu par hasard en réalité. Il se trouve qu'à Strasbourg, il y a un écosystème important sur les brevets. Par exemple, je ne savais pas, même en étant député de Strasbourg, que 80% des ingénieurs brevets en France, en Europe même, sont formés à Strasbourg. Donc il y a tout un écosystème. Et il se trouve que par hasard, j'avais été rapporteur d'une loi sur les brevets européens. Et que donc j'étais identifié comme un des parlementaires qui s'intéressait au sujet. Alors, il se trouve que je m'y intéressais parce que j'étais chef d'entreprise avant d'être parlementaire et que dans ma vie de chef d'entreprise, j'avais été le premier à déposer un brevet en tant que patron de cette entreprise et que j'avais expérimenté les premiers pas d'une entreprise qui date de 150 ans dans le dépôt de brevets. Donc j'étais sensible au sujet. Mais c'est par hasard qu'un jour, ils ont franchi la porte de ma permanence et ils m'ont dit « Vous êtes le parlementaire sur les brevets, on aimerait travailler sur le brevet français. » Et j'ai dit banco. Vous avez dit banco, vous vous êtes mis à fond sur les brevets. Alors, qu'est-ce qui clochait en fait dans le système de brevets français ? Le système de brevet français avait plusieurs problèmes. Le premier, d'abord c'est un constat, il y a 2 fois moins d'entreprises et de PME en France qui déposent de brevets qu'en Allemagne. On n'est pas 2 fois moins créatif en France qu'en Allemagne. Et donc, il y a un souci. Et le brevet français faisait partie du problème. Deuxième chose, c'est un brevet réputé faible. Alors, ça veut dire quoi un brevet faible ? Ça veut dire, sans rentrer dans trop de détails, que le brevet français actuel ne teste pas l'inventivité. C'est-à-dire que ça peut caractériser que quelque chose est nouveau, mais on ne vérifie pas que c'est inventif. Et un brevet, en réalité, pour résister, notamment quand on parle de contrefaçon, quand on va voir un juge, il faut qu'il soit inventif. Donc le brevet français, contrairement au brevet européen, contrairement au brevet allemand, contrairement au brevet chinois, au brevet américain, au brevet japonais, le brevet français était réputé faible, et à peu près une fois sur 2 face à un juge, il tombait lorsque le juge devait décider est-ce que c'est un brevet solide ou pas. Et donc, ça faisait partie du problème. Et j'avais vécu ça en tant que chef d'entreprise, non pas d'avoir été attaqué sur mon brevet, mais d'avoir réalisé, après presque 1 an de travail sur mon brevet, l'avoir déposé, avoir expliqué à mon conseil d'administration très fièrement que c'était les premiers brevets de l'entreprise, de se rendre compte qu'il y avait une entreprise aux Pays-Bas qui avait un domaine assez proche et que peut-être notre brevet ne résisterait pas si on était en conflit avec eux. Donc vous voyez, ce sujet de la force du brevet, c'était un premier problème. Et deuxième problème, la marche était trop haute. Nous, on a mis presque 1 an dans notre entreprise à déposer notre brevet. Et la marche est haute, à mon avis, pour des mauvaises raisons. La marche est haute parce que, évidemment, c'est parfois compliqué de décrire une invention, une inventivité, d'écrire le sujet technique. Mais en général, on sait le faire. Parce qu'on a inventé, on a conjugué des procédés. On a quelque chose qu'on sait maîtriser, qu'on sait décrire. En revanche, il y a autre chose dans un brevet qui est la revendication du monopole, c'est-à-dire qu'est-ce que du coup juridiquement j'exige du reste du monde pour qu'il me paye des royalties s'il fait telle ou telle chose. Et là, c'est plus compliqué, plus juridique et ça prend plus de temps. Et aujourd'hui, il faut que la copie soit parfaite, entre guillemets, pour la déposer. Et donc on avait ces 2 sujets, essayer de résoudre la force du brevet français pour le mettre au niveau de la compétition internationale et essayer de résoudre cette marche un peu trop haute pour les entrepreneurs qui pouvaient se dire « Tiens, mais finalement, je renonce, c'est trop compliqué ». Donc ça veut dire que le système actuel, il était dissuasif. Si je schématise, je suis un chef d'entreprise, je veux déposer un brevet. En fait, c'est assez simple, mais je me dis, mais il y a une chance sur 2 que si une entreprise m'attaque, je me fasse condamner pour contrefaçon, alors que potentiellement, je suis de bonne foi. Tout à fait. Et on avait des situations assez absurdes aussi, où si vous prenez un chercheur français qui va travailler pendant plusieurs années, qui n'est pas forcément... Alors évidemment, aujourd'hui, les chercheurs sont plus en pointe sur les brevets et beaucoup d'écosystèmes d'innovation savent gérer tout ça parfaitement. Mais un chercheur qui ferait une annonce sur ses travaux de recherche sans avoir préalablement déposé de brevet, était dans une situation compliquée parce qu'il pouvait se retrouver piégé, entre guillemets, en disant tu ne peux plus déposer de brevet parce que tu l'as mis dans le domaine public. Donc on a trouvé aussi dans la loi, j'en parlais tout à l'heure, une solution
pour éviter ce cas de figure-là qui est quand même paradoxal, où vous avez l'inventivité, la créativité, l'expression française, l'innovation française, qui finalement se prend un peu les pieds dans le tapis à cause de mauvaises raisons. Alors je vous propose de revenir sur un point important que vous aviez mentionné il y a quelques minutes, c'est la notion d'inventivité. Est-ce que vous pourriez la définir et expliquer en quoi elle va finalement améliorer la force du brevet français? Oui, alors, sans être un spécialiste, j'écoutais un grand inventeur qui expliquait de façon très simple ce qu'est l'inventivité. Il prenait l'exemple d'une poêle. Vous avez une poêle dans une matière métallique qui fait que quand vous prenez le manche de la poêle, vous vous brûlez. Donc un inventeur va se dire, tiens, je vais mettre un isolant entre le manche et le corps de la poêle pour ne pas se brûler. Alors, est-ce que c'est nouveau? Oui, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de poêle qui existe comme ça. Est-ce que c'est inventif? On se rend compte, par exemple, que sur les fers à repasser, il y a déjà un système où la partie chaude est isolée du manche. Donc on dit que ce n'est pas très inventif. Donc ça ne suffit pas de déposer un brevet comme ça. Il faut peut-être se dire que ce matériau-là résiste à une torsion qui est différente du fer à repasser, verticale ou de biais, qui a des caractéristiques particulières de la pièce. Et là, ça peut devenir un brevet. Donc cette inventivité-là, elle est propre au brevet, c'est ça qui caractérise le fait que la connaissance humaine pratique fait un pas en avant. Alors qui va caractériser cette inventivité? C'est l'INPI, j'imagine? Alors voilà, c'est le rôle d'ingénieur brevet dans une institution qui soit l'Office européen des brevets, quand on parle de brevet européen, soit en France, c'est l'INPI qui effectivement va statuer. Et aujourd'hui, comme je le disais, le brevet français, réputé faible, ne teste pas l'inventivité. Donc globalement, il fait des analyses quand même, il fait des recherches, mais on n'a pas le dialogue avec l'inventeur qui dit, tu vois, là, ta poêle, elle est trop proche du fer à repasser, donc je ne peux pas le breveter. Par contre, si tu travaillais sur cette torsion-là, et sur cette pièce-là, et sur cette... Là, on pourrait peut-être breveter quelque chose. Donc vous voyez, ce dialogue entre l'inventeur et l'INPI est aujourd'hui rudimentaire. Passer à un brevet fort, c'est accepter que l'inventivité en elle-même doit être validée. Et que donc s'instaure ce dialogue entre l'INPI et l'inventeur pour avoir de vrais brevets forts qui font avancer la connaissance humaine, en fait. Et donc l'INPI va devoir changer son mode de fonctionnement interne. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors c'est vraiment une belle histoire, cette histoire de brevet, parce qu'on a rencontré l'INPI assez tôt. On a eu 7 réunions de travail. Ils ne sont pas arrivés avec un amendement. Ils ne sont pas arrivés en disant, tiens, il faut que les brevets soient des brevets forts. On a d'abord essayé de travailler sur le constat, on a beaucoup dialogué. On s'est dit au début, oui, mais brevet fort, il faudra peut-être 10 ans pour migrer à ça, ça va être compliqué, etc. Et puis les budgets de l'INPI sont quand même contraints, donc on ne peut pas doubler nos effectifs. Tout ce dialogue a eu lieu. Et on est arrivé, après ces 7 réunions, à cette proposition. Alors, tout un faisceau d'éléments faisait que cette proposition nous a semblé tout à fait viable. Parce que l'INPI arrivait à progresser en gain de productivité avec des systèmes d'information nouveaux, parce que finalement, il y a déjà une partie qui est faite en recherche sur l'ensemble du brevet. Donc finalement, le delta n'est pas si important que ça pour tester l'inventivité. C'est plutôt la période de dialogue qui est nécessaire. Et en même temps, c'était pour l'INPI un véritable projet d'entreprise, en quelque sorte, comme on a dans les entreprises. C'est un véritable projet managérial nouveau. C'est de hisser le brevet français au niveau des brevets mondiaux. Projet qui passe par le recrutement d'ingénieurs, du coup? Et du coup, ça passe par 2 choses. Par le recrutement, ils sont en train de recruter une vingtaine d'ingénieurs de plus, mais aussi par un boulot beaucoup plus enrichissant, approfondi, par des ingénieurs brevets qui rentrent vraiment dans le dialogue avec l'inventeur plus qu'aujourd'hui. Et l'INPI a été, franchement, je le dis, a été remarquable dans cette histoire. Parce qu'au départ, où on se disait autour de la table, finalement, il faudrait peut-être 10 ans pour lancer le brevet français. Finalement, on avait fait une proposition en 2 ans pour essayer d'être très agressif et de dire rendons-le possible. Mais finalement, ils ont pris le challenge de le faire en 1 an. Et de vraiment s'organiser avec un séminaire, avec une façon de repenser leur organisation pour essayer d'être à la hauteur de cette opportunité qui est de vraiment passer à une étape nouvelle pour le brevet français. Et donc ce nouveau mode de brevet, il entrera en vigueur quand? Alors en 2020, on est sur la mise en œuvre, mais je crois qu'au-delà de la date d'application, il y a vraiment des enseignements de ce qui s'est passé là. Parce que cet amendement qu'on a porté, on l'a d'abord construit avec un écosystème, avec l'INPI bien sûr, mais aussi avec des avocats, aussi avec des entrepreneurs,
aussi avec le CEPI, cette organisation qui est reconnue au niveau européen sur les brevets, avec les 2 EPI, avec tout un écosystème où on a vraiment cheminé pour co-construire cette proposition. Après ça, on a été voir les ministères et les cabinets ministériels qui nous ont dit c'est une bonne idée, mais qui ont dû valider la faisabilité. Encore une fois, si notre proposition résultait en un doublement du budget de l'INPI, c'était mort-né, donc il n'y avait aucune chance d'aboutir. Et puis après, j'ai été voir Marie Lebec, effectivement, rapporteur du texte. Et Marie s'est tout de suite dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à travailler, et on a lancé des auditions officielles dans le cadre de son mandat de rapporteur de cette partie du texte-là. Et elle l'a fait, je dois le dire, avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de ténacité. Parce que si l'un de ces maillons de la chaîne avait faibli, que ce soit l'INPI, qui nous avait dit non mais il faut 2 fois plus de personnes, il faut doubler nos budgets, que ce soit le ministère, qui nous avait dit non mais c'est trop compliqué, c'est intéressant mais circuler, rien à voir, que ce soit la rapporteure, si elle nous avait dit écoute Sylvain, c'est pas dans le texte initial, on va pas rajouter ce sujet, il est déjà suffisamment compliqué. Si ça avait été, les auditions, si elles s'étaient mal passées, si tout le cheminement n'avait pas été là, on n'aurait pas porté cet amendement. Et après, il a fallu convaincre. Et là, c'est une deuxième bataille qui commence. Alors justement, est-ce que vous avez eu des personnes qui se sont opposées à ce projet de réforme ? Oui, très fortement. On a eu une réaction très vive de certaines personnes, en particulier, alors pas forcément de tout le MEDEF, mais d'une partie du MEDEF, qui nous a clairement dit inacceptable. Et quand on a fait une audition, on a compris pourquoi vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises qui disent clairement que les brevets, c'est un tableau de chasse. Et que peu importe la solidité des brevets, il faut qu'ils produisent un nombre de brevets par an parce que c'est du marketing. Enfin, c'est les termes qu'ils ont utilisés. C'est du marketing. Donc ça prouve que notre groupe est dynamique, qu'il avance, etc. Il nous faut du chiffre sur les brevets. J'étais assez, d'ailleurs, en tant qu'ancien chef d'entreprise, assez frappé par, j'avais envie de dire, la futilité de cet argument. Enfin, pour moi, ça ne résiste pas à l'analyse. On ne fait pas du brevet pour faire un tableau de chasse et du marketing. Surtout quand on est assez discrédité sur la scène internationale, en sachant la valeur relative d'un brevet dit faible. Mais une partie du MEDEF était très opposée à ça. Pas tout le MEDEF, mais une partie du MEDEF. C'était plutôt les gros groupes. C'était plutôt les gros groupes. Plutôt les gros groupes qui pouvaient considérer qu'ils avaient une approche un peu... massif des brevets, dans une logique de donner une image innovante du groupe, sans forcément chercher la valeur même du brevet, qui est de faire progresser la connaissance et de réaliser quelque chose de nouveau et d'inventif pour le mettre sur le marché. Donc voilà, donc ça a été en fait une guerre de lobbying. Alors il y a eu même un cabinet de lobbying qui était mandaté. On a beaucoup appris aussi sur le lobbying. Vous avez cité que je suis vice-président de l'Assemblée nationale, et l'une de mes délégations, c'est le lobbying. Et alors, c'était un exemple magnifique parce qu'en fait, il y a eu un cabinet de lobbying avec qui on a échangé, qui était là aux auditions, qui a fait son job de lobbyiste, et qui illustrait bien que ce sujet intéressait. Ce sujet était assez crispé sur certaines auditions, et que finalement, il y avait un enjeu et qu'il ne fallait pas se tromper dans notre décision. Et on a dû forger notre conviction au départ, mais aussi la confronter au reste du monde. Certains étaient très défenseurs de notre idée en disant voilà, enfin le brevet français passe au statut international à un niveau au-dessus, et d'autres disaient non, c'est une erreur, gardons cet affichage marketing, de toute façon si on veut faire un brevet fort, on prendra un brevet mondial ou un brevet européen. Donc voilà, c'était des positions, des vues dont personne, il n'y a pas de vérité absolue dans ce qu'on fait. En tout cas, nous on a été convaincus que c'était la bonne chose à faire. En tout cas, vous avez réussi à imposer votre vision. Concrètement, maintenant, pour les entreprises, est-ce que ça va être plus cher et plus long de déposer des brevets forts ? Alors, on n'a pas imposé, on a convaincu. Et c'est très différent. Et je vous le précise parce que, notamment, on a convaincu à l'Assemblée, après avoir convaincu les ministères, pour avoir des avis favorables du gouvernement. Bruno Le Maire a été très, très en soutien de notre proposition. Il l'a dit à la tribune avec force. Il a vraiment parlé d'un élan nouveau pour le brevet français, et de cette force du brevet. Donc il l'a dit avec beaucoup de conviction, il a vraiment soutenu notre initiative. Le Sénat a mis des réserves et est revenu pratiquement sur le brevet fort, par le biais notamment de l'influence de ceux qui étaient plutôt orientés vers les grands groupes en disant « le MEDEF est contre, je suis contre », avec une position que je respecte tout à fait, mais qui n'était pas la nôtre. Et on a reconvaincu évidemment à l'Assemblée, avec aussi évidemment le soutien très fort du ministre. Donc ça a été l'étape décisive. Sur l'impact pour les déposants de brevets.
Alors ça dépend ce qu'on regarde. Alors le coût d'un brevet, c'est quelques centaines d'euros en tant que tel, et ça peut bouger à la marge, mais c'est vraiment à la marge. C'est pas ça qui fait le problème. Le problème peut être dans deux choses. D'une part, les coûts de l'expert, du consultant, de l'expert en propriété intellectuelle qui va vous accompagner. Donc ça, de toute façon, c'est presque indispensable quand l'invention est complexe, parce qu'il faut construire un brevet, et c'est une mission, c'est un vrai métier en tant que tel. Il ne suffit pas d'inventer, il faut encore savoir l'exprimer, le détailler, revendiquer le monopole, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc ça, c'est une partie importante du coût. Et puis, il y a les coûts en justice. Quand votre brevet est attaqué, quand vous êtes vous-même attaqué parce qu'une autre entreprise a un brevet qu'elle juge équivalent. Et donc, vous pouvez, de bonne foi aujourd'hui, avoir votre brevet français, déposer votre brevet, mettre en œuvre votre brevet, et vous faire attaquer pour contrefaçon. Et vous retrouvez devant le juge avec un brevet faible qui va sauter. Donc, ces frais de justice, évidemment, sont colossaux. Le système qui est inventé maintenant diminuera ces frais de justice. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a un brevet fort, donc plus fiable. Et d'autre part parce que, et ça c'était dans le texte initial, on met en place une procédure d'opposition. C'est quoi ? C'est une période qui sera fixée par décret, mais par exemple 9 mois. C'est pendant cette période de 9 mois où tout le monde peut attaquer le brevet, entre guillemets, ou en tout cas tester le brevet par rapport à une invention ou un brevet dont lui-même est détenteur. Et donc, challenger l'INPI, en quelque sorte, sur sa décision d'octroyer un brevet, en disant « Oui, mais là, vous avez octroyé le brevet, mais sur telle ou telle chose, j'attire à votre attention que je ne suis pas d'accord. » Et donc, du coup, l'INPI reprend sa copie et statue. Ce qui, du coup, non seulement avec un brevet fort, mais avec cette procédure d'opposition, vous sortez de là avec quelque chose de solide sur lequel vous pouvez anticiper que vos coûts après, éventuellement en avocat ou en défense de votre brevet, seront bien plus faibles. Donc c'est finalement une sorte d'assurance pour les entreprises. Et l'idée, c'est aussi finalement d'augmenter le nombre de brevets déposés en France. Vous savez, moi j'ai été patron de PME. Quand vous expliquez à un patron de PME, comme je l'ai fait moi quand j'expliquais à mon conseil d'administration, c'est bon, on a trouvé quelque chose, c'était sur le biométhane, donc des technologies un peu nouvelles. Bref, vous déposez votre brevet, vous travaillez 1 an sur un brevet. Quand à la fin, on vous explique que la force de votre brevet, c'est moyen, et que si vous êtes en procès, vous pouvez le perdre, je vous garantis que vous n'avez plus envie de faire de brevet, quoi. Donc c'est d'abord ça s'adresse d'abord à ces patrons de PME dont on veut qu'ils déposent plus de brevets. Vous savez qu'un brevet, ce n'est pas forcément l'invention géniale du siècle, ça peut être un assemblage de procédés, de façons de faire, qui arrive à quelque chose de nouveau. Donc inciter les patrons de PME à déposer des brevets, c'est d'abord leur dire, si vous avez effectivement quelque chose à déposer, d'abord vous pouvez le faire de façon fragmentée, ça c'est une nouveauté dans le texte, vous pouvez déposer une demande provisoire de brevet, c'est-à-dire mettre un pied dans la place, vous avez 1 an après pour boucler votre copie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous devez arriver au bout des 6 mois, 8 mois de travail pour pouvoir déposer votre brevet. Là, vous pouvez déposer la description de votre invention, ce qu'en général, on arrive bien à faire. Et après, boucler. Vous aurez 1 an pour boucler le travail. Et quand vous avez mis un pied dans la place, en général, vous avez envie de finir le job. Donc, vous pourrez faire ça d'une part. Et d'autre part, être sûr que quand vous avez votre brevet, il est solide, il est robuste, et que vous pourrez fièrement être en face de votre conseil d'administration en disant « c'est un vrai brevet que j'ai déposé là ». En tout cas, c'est un très bel exemple de co-construction entre les élus de la République et le secteur privé et aussi les ministères. Tout à fait. Ce qui prouve, contrairement à plein de clichés, que les ministères ne sont pas forcément sourds et technocratiques, que les élus peuvent aussi en fait être des experts de l'économie et que finalement on est réactif. En fait, je crois que c'est une belle histoire, cet exemple de brevet, au-delà du sujet en lui-même. C'est une belle histoire parce que ce sujet du brevet fort n'était pas dans le texte initial. C'est vraiment la société civile, cet écosystème des brevets qui est venu nous voir en disant « Attendez, il y a quelque chose à inventer », qui n'est pas arrivé avec une solution bouclée, qui est arrivé avec des idées, des problèmes, cette volonté de faire avancer les choses sur le brevet français. Beaucoup de travail. Quand on dit aujourd'hui, il y a presque 150 000 amendements dans une mandature, évidemment, il y a certains amendements qui demandent des dizaines d'heures de travail, et ça a été le cas de celui-là. Après, chacun a son style. Moi, je travaille sur peu d'amendements, mais quand je travaille sur ces amendements, je les travaille à fond. Et donc, du coup, se dire, on est dans un cas de figure où il y a une petite pierre à apporter à l'édifice. Il faut beaucoup de temps, d'efforts. Il faut aussi un alignement des planètes, comme je le disais tout à l'heure. Il faut que tout s'agence bien. Il faut beaucoup de force de conviction. Il faut un peu de résistance aussi. Parce que je vous assure que quand vous avez le MEDEF qui vous dit « Non, on est contre »,
plutôt des gens qui parlent au nom du MEDEF et qui disent on est contre, le MEDEF est contre, il est hors de question, etc., vous doutez, vous dites attends, est-ce que je prends la bonne décision? Et donc vous rechallengez votre propre conviction. Donc ce cheminement-là, c'est l'exemple pour moi de ce qui illustre le travail parlementaire, c'est-à-dire un travail qui n'est pas en chambre, un travail qui est directement en prise avec votre circonscription, avec des espèces de circuits courts que vous faites entre les citoyens de votre circonscription. En l'occurrence, c'était l'écosystème de brevets. Sur un autre thème, pour moi, ça a été les associations, mais peu importe. Donc ce circuit court que vous faites avec la société civile, d'une part. Cette co-construction, vous l'avez très bien dit, parce qu'il faut élaborer les sujets. Vous ne signez pas en bas de la page sur un amendement, vous le construisez, et il y a du temps de travail. Après, la conviction, allez voir les ministères, allez voir les différents acteurs, convaincre, et se convaincre soi-même aussi. Après, une partie plus formelle d'audition pour bien valider les positions respectives des uns et des autres. Et puis après, évidemment, l'hémicycle, le débat en hémicycle, le soutien ou pas des ministres, et là, il était inconditionnel. Et le Sénat, la navette, l'aller-retour. Et puis enfin, un texte qui arrive. Et là, vous vous dites que ça vaut toutes les dizaines d'heures que vous avez passées de travail, parce que là, vous vous dites qu'à une petite échelle, mais vous apportez une pierre à l'édifice. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Wasserman, d'être venu sur le plateau de Décideur Magazine. Merci à vous. Pour mettre en avant la naissance d'un amendement qui risque d'apporter beaucoup aux ETI et aux PME françaises.